Bonjour Jules. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir pour cette grande émission. On va vous parler du nouveau magazine Collabo, ces maires complices de l'islamisme qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a déjà des plaintes de maires contre cette grande enquête, Jules, que tu as réalisée en tant que rédacteur en chef du pôle enquête. Bravo, parce que l'enquête pour l'instant elle cartonne en kiosque. On a énormément de gens qui se la procurent également sur www.frontiermedia.fr. Et surtout, c'est une enquête qui n'a clairement jamais été réalisée parce qu'on parle beaucoup d'islamisation du pays, de montée de l'islamisme aux confins du pays, mais finalement on a assez peu de cas concrets. Et donc toi, tu as réalisé une très grande enquête en identifiant donc un top 30 des maires pro-islam pendant cette émission. Donc on va se concentrer sur la majorité, les plus importants de ces maires. Mais d'abord, certains maires ont porté plainte la semaine dernière parce qu'ils sont dans ce magazine. Ils ont même organisé une conférence de presse. Ils ont caché le lieu de cette conférence de presse pour que notre journaliste Jordan Florentin, qui s'était rendu à Annecy, ne se confonde pas à eux, ne leur pose pas les questions qui dérangent. Quel est ton point de vue là-dessus ? C'est encore pire que ça, Eric. On a eu à la fois des journalistes, des maires qui finalement se sont coalisés pour faire en sorte que les informations que nous on avait révélées dans ce magazine ne sortent pas. Alors ils ont utilisé diverses techniques, c'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, tu sais, on a contacté chacun des maires sur lesquels on a enquêté. Donc on a dit on a tel élément de preuve, la maire de Saint-Julien-en-Genevois, le maire d'Annecy, le maire d'Annemasse, ces trois maires-là. On a dit, on nous avait fait des constructions de mosquées, vous avez changé d'avis sur telle mosquée à la suite d'un conseil municipal où des musulmans sont venus vous faire changer d'avis. On avait énormément de preuves. Et finalement, ces maires, ils nous ont jamais répondu. Et donc nous, on a aussi passé des coups de fil à leur secrétariat, à leur cabinet, qui nous ont donné des adresses mail. Et surtout, envoyez-nous un mail sur ça, on vous répondra. Jamais nous n'avons eu de réponse. Et ce qui est assez incroyable dans ce qui s'est passé, c'est que on a appris finalement, un jour après notre enquête, que ces maires-là avaient décidé, annoncé porter plainte contre notre enquête. En disant en plus de ça que finalement on ne les aurait pas contactés, ils se retrouvaient extrêmement surpris, donc là ils mentent. Mais surtout, nous ce qu'on a fait, c'est quand on a appris qu'il y avait une conférence de presse, c'est bien, on s'est dit bah on va s'y rendre, c'est une conférence de presse contre nous, contre notre enquête. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir à redire à cette enquête, sachant que depuis le début, ils critiquaient pas le fond. Et donc, ce qu'on a fait, on a essayé de contacter aussi les journalistes qui étaient invités à cette conférence de presse, et notamment les journalistes de la presse quotidienne régionale, journalistes de France 3, de l'Essor. Qui nous avaient déjà écrit parce qu'ils sollicitaient une réponse de notre part. Exactement. Et alors, il est vrai que certains nous ont dit on peut pas vous donner l'adresse, finalement les maires ils ont pas envie que vous soyez là et d'autres. Et il y en a certains qui nous ont même donné une fausse adresse. Pour vous dire, ils nous ont dit d'aller ici, c'est à Choron qui aura… C'est absolument fou, c'est-à-dire qu'on a des journalistes complètement complices en fait de maires pour mentir à des confrères. Et c'est pour ça que je parle de système, parce qu'en fait, ils ont appelé ça conférence de presse. Mais en réalité, c'était pas une conférence de presse, c'était simplement quelques maires qui se sont entourés de 4-5 journalistes pour donner leurs éléments de langage et surtout ne pas avoir à répondre à nos questions que nous leur avions envoyé par mail, et ils savaient que si nous on était présents, on allait leur demander de s'expliquer finalement face aux preuves qu'on avait. Et depuis le début, ces maires, ils n'ont pas envie d'en parler de cette enquête parce que ça les gêne. Ça fait des années que finalement ils ont les mêmes journalistes qu'ils ont convoqués sur place, qui finalement ne mènent jamais d'enquête, ne posent jamais les questions de l'islamisation, ne posent jamais les questions de pourquoi est-ce qu'il y a une mosquée affiliée au Miligorus. Vous savez, c'est cette association, cette communauté, ce mouvement islamiste lié à la Turquie, qui est cité dans le rapport des frères musulmans. Alors nous, on relève ça, on dit c'est quand même incroyable, vous laissez prospérer à Annecy une association liée au Miligorus, elle a une mosquée, vous allez faire construire une 5e mosquée aujourd'hui à Annecy, il va peut-être y avoir un minaret, personne ne pose les questions, nous on avance les preuves et on a des maires qui ne veulent pas répondre à toutes nos questions. Donc on est sur un système absolument consanguin. J'ai d'ailleurs lu un article, je crois, du Messager, ça s'appelle, c'est une presse locale, qui disent qu'ils m'ont contacté et que je n'ai pas souhaité répondre. Je n'ai jamais reçu le moindre mail, le moindre message de ces gens-là. C'est absolument fou de leur part, hein. Et on voit également France 3 TV qui a publié un reportage sur nous, etc., et qui raconte des absurdités. Tout ça pour vous dire que c'est essentiel de regarder, de lire et de vous procurer cette enquête qui est absolument passionnante. Alors on va revenir. Il faut dire qu'on a publié nous-mêmes les éléments de preuve des mails. On a montré, on avait envoyé des mails qu'on les avait contactés pour vraiment prouver que de notre côté, le travail il a été fait. Donc ce sont clairement des menteurs et on comprend à quel point, pour le coup, l'autre pouvoir qu'est la presse ne fait absolument pas son travail avec ces maires qui, clairement, on le voit dans leur démarche,
sont clairement en soutien aujourd'hui de l'islamisation du pays. D'abord, on va revenir sur le cas d'Annecy très précisément, mais un point de méthode, parce qu'on se fait beaucoup attaquer, critiquer, en nous disant, voilà, vous appelez ça collabo, ces maires complices de l'islamisme. Pourquoi avoir choisi le mot collabo? Et comment as-tu sélectionné ces 30 maires? C'est une enquête qui est vraiment complètement nouvelle, qui n'a jamais été faite par en fait la façon dont on a travaillé. Premièrement, c'est une enquête qui est transpartisane. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des preuves, du terrain, de ce qu'on arrivait à relever. On a travaillé avec un cabinet de data analyst, on a fait remonter des milliers de décisions dans les conseils municipaux. On a trié, on a revérifié, on a recoupé, on a vu quel maire finalement avait donné un terrain à une mosquée, quel maire recevait des dons d'une mosquée. En triant toutes ces informations, on est arrivé à une liste de 3000 maires qu'on a fait dégrossir en fonction du degré de zèle, d'implication du maire. Et ça, c'est pour dire que déjà, c'est pas du tout une enquête à charge vis-à-vis d'un parti politique. C'est une enquête qui part des preuves, qui part de ce que nous, on a constaté et surtout de ce que ne relève jamais la presse. C'est-à-dire qu'on est allé dans des localités, on est sorti des grandes métropoles, des grandes villes pour aller dans des régions comme la Haute-Savoie, comme le Grand Ouest, là où en fait, il y a des mosquées qui sont en train d'être créées à tout va, notamment en vue des élections municipales de 2026. Ça fait 2 ans qu'il y a des permis de construire qui sont donnés avec derrière une dimension clientéliste. Et nous, ce qu'on s'est vraiment attaché à faire, c'est que pour chacun de ces maires, on voulait avoir des éléments de preuve. C'est-à-dire qu'on parle souvent du clientélisme, on parle souvent du clientélisme de la gauche, mais nous on s'est dit on ne va pas fixer sur un parti politique ni un courant politique, on va aller chercher des preuves et voir qui est en train aujourd'hui de faire du clientélisme pour 2026. Et c'est pour ça qu'on parle de collabo. On parle de collabo parce qu'aujourd'hui en France, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui en parlait. Il disait nous sommes en guerre face à l'idéologie islamiste. Et dans une guerre, il y a ceux qui résistent à l'islamisme, mais il y a ceux qui font du zèle et qui permettent à l'islamisme de prospérer. Et bien nous, en dehors des étiquettes, on a montré à l'intérieur de ce magazine qui est en train de laisser prospérer l'islamisme, qui est en train de laisser les islamistes entrer au cœur des municipalités, pouvoir avoir des mosquées, pouvoir prospérer. Il y a une question aussi d'ingérence même étrangère à travers les mouvements islamistes turcs. Il y a plein de questions auxquelles on a pu répondre et donner des éléments de preuve. Et on a montré aussi, à travers cette enquête, tous les mécanismes qui existent aujourd'hui, que ce soit les dons, que ce soit les associations qui vont faire pression directement dans les municipalités, que ce soit les permis de construire, que ce soit les locations de salles, tout ce qui peut arriver pour 2026 et tout ce qui est amené peut-être même à grandir. Parce que par exemple, c'est un cas complètement nouveau, mais on s'est rendu compte qu'il y avait aujourd'hui des associations cultuelles, donc pas culturelles, donc des associations cultuelles liées à des mosquées qui aujourd'hui font des dons directement à des municipalités. Donc là, ça pose vraiment des questions et c'est peut-être des choses qui vont advenir de plus en plus. Et typiquement là-dessus, c'est un maire LR, il me semble, et donc c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur le facteur apartisan, c'est qu'on s'est retrouvé avec des socialistes, avec des gens d'Horizon, des gens de la Macronie, des LR, des ex-LR, des gens sans étiquette, des personnalités UDI. Et donc finalement, c'est très important. Et d'ailleurs, on a beau critiquer beaucoup LFI, étant donné qu'il n'y a que 3 maires LFI sur le territoire, il s'avère que ces maires complices de l'islamisme ne sont pas la France insoumise. Donc c'est aussi une façon de contrebalancer en disant ok, on critique beaucoup LFI qui est dangereux, évidemment que c'est le danger de demain, mais l'islamisation qui s'opère depuis quelques années, et comme tu le disais tout à l'heure, en fait ces 2 dernières années de façon extrêmement importante, elle est causée par des maires de toute accointance. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux préciser pourquoi est-ce qu'ils font ça aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a qu'un seul profil de maire?
Non, il y a plein de profils de mères. Il y en a certains, on pourrait les qualifier de islamo-naïfs, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont dépassés par la situation, ceux pour qui d'ailleurs la question de l'islamisation, c'est pas une question importante. On le voit bien avec la mère d'Albi, qui est la mère de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, qui est quand même une grande ville, c'est elle la représentante Horizon local, c'est l'édile local du parti Horizon. Et finalement, elle, la question de l'islamisation, c'est quelque chose auquel elle n'a pas envie de traiter. Donc on s'est rendu compte, peut-être qu'on peut aller un peu dans le détail de ce qui se passe à Albi. À Albi, il y a quand même des choses incroyables. Premièrement, dans un conseil municipal, il y a un an, on s'est rendu compte que la maire d'Albi, elle a décidé d'accorder un permis de construire pour une nouvelle mosquée et elle a caché finalement l'envergure de cette mosquée au conseil municipal, ce qui fait qu'en fait une partie du conseil municipal a voté pour la construction d'une nouvelle mosquée à Albi. Il y a déjà des mosquées à Albi, mais cette fois-ci c'est une mosquée géante avec 800 places pour les hommes, 200 places pour les femmes, toute l'association culturelle, une madrasa, une école coranique, tout ce qui va avec. Il y aura des restaurants halal à l'intérieur, il y a plein de choses. Mais surtout, quand on dit que aujourd'hui il y a du laxisme au niveau justement du bloc central sur les questions d'islamisme, eh ben, c'est tout simplement une maire qui a loué un local gratuit pour une association culturelle qui faisait venir des intervenants religieux liés à l'IESH. Et l'IESH, pour que les gens nous suivent bien, c'est un institut européen des sciences humaines qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Pour ses liens avec l'islamisme et qui était notamment notifié dans le rapport des frères musulmans parce qu'il faisait partie, il y avait des intervenants radicaux à l'intérieur, ils prêchaient justement la haine des juifs, il y avait justement même des inégalités entre les hommes et les femmes qui étaient prêchées et toutes ces choses-là. Eh bien, la maire, elle louait gratuitement un local pour des intervenants qui étaient liés à l'IESH. Donc on voit qu'on a des maires qui sont complètement dépassés. Et quand ils sont dépassés, s'ils ne sont pas dépassés, de l'autre côté, eh ben, il y a ceux qui cèdent. Il y a ceux qui finalement, face à la pression démographique, face à la pression qui peut être faite directement dans les conseils municipaux, n'osent plus s'opposer. Et c'est typiquement le cas de cette maire de Saint-Julien en Genevois, Véronique Lecochois, qui finalement était une maire qui s'était opposée à la vente d'un terrain pour une mosquée pendant des années. Eh bien, il y a un an, le conseil municipal a été envahi par 160 musulmans liés à cette mosquée-là pour mettre la pression sur la maire afin que la vente du terrain ne devienne pas une vente pour un garage automobile, mais pour une nouvelle mosquée. Eh bien, devinez quoi? La maire, à la fois à l'approche des élections 2026 et également en subissant la pression du conseil municipal avec tous ces musulmans qui se sont assemblés autour, a décidé finalement, il y a un an, eh bien, de donner la vente du terrain pour la mosquée. Donc on voit qu'il y a des cas qui sont différents, à la fois ceux qui ne prennent pas en compte, à la fois ceux qui subissent la pression démographique directement, et puis il y a évidemment ceux qui sont zélés, c'est-à-dire ceux qui en ont fait plutôt un système, et là je pense plutôt à quelqu'un comme Olivier Klein, qui se rapproche évidemment de ce qui se passe en Île-de-France, c'est malheureux, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus régulier, parce qu'ils veulent se faire élire pour 2026, et finalement ce sont des gens qui vont faire des cadeaux aux associations culturelles locales, qui vont se mêler, se compromettre avec des associations islamistes. Je vais prendre un exemple. Olivier Klein, c'est par exemple quelqu'un qui loue des salles, notamment un gymnase, pour des associations culturelles qui voilent les petites filles de 5 à 6 ans. Et ça, il le sait très bien. Cependant, ce qu'il veut, lui, c'est être élu pour 2026. D'ailleurs, c'est intéressant, cette maire donc, qui a cédé face à la pression des musulmans qui sont rendus dans son conseil municipal, était interrogée donc par France 3 TV et elle revendiquait finalement que tout s'était bien passé, etc. Donc en fait, de toute façon, il y a tellement une pression qu'elle est obligée de faire comme si c'était sa décision. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que ils ont essayé de prendre un de mes passages sur Europe 1 où je dis il y a une intimidation physique et ils disent que c'est le contraire de ce que tu disais toi parce que tu disais que ça se passait calmement, comme si lorsqu'on amène plus d'une centaine de personnes dans un conseil municipal, ce n'est pas de l'intimidation, même s'ils sont en silence, bien entendu que ça l'est aujourd'hui. Justement, ils n'ont même pas besoin d'hausser la voix, on comprend cette intimidation parce que c'est la question du nombre. Et Eric, tu parlais de système tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une omerta, un non-dit, un tabou sur ces questions d'islamisation. Eh bien, on voit bien que la presse quotidienne régionale, finalement, elle ne s'est pas vraiment emparée de cette affaire. Et d'ailleurs, les médias après nationaux auraient dû monter en épingle cette affaire parce que c'est quand même incroyable que des maires subissent une telle pression au sein des conseils municipaux. On avait l'habitude de parler de ce qui se passe dans l'école, c'est-à-dire des parents qui vont mettre la pression directement sur les professeurs. Et on a eu des cas tragiques comme le cas de Samuel Paty, comme le cas de Dominique Bernard, comme voilà, lié à l'islamisation, à l'islamisme directement dans l'école. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que cette islamisation et cet islamisme, il intervient directement dans les conseils municipaux. De toute façon, moi je fais un lien direct entre ce magazine et le magazine Invasion migratoire où on a parlé notamment des avocats. Quel est le point commun entre ces deux magazines ?
c'est que pour ces deux magazines, il y a une polémique sur le sujet du magazine, mais qu'il n'y a aucun traitement du fond par les grands médias. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a le droit de parler, on a le droit entre guillemets, on n'est pas certain, mais on peut parler d'islamisation du pays, poser le sujet. On peut parler de l'immigration, etc. Mais dès qu'il s'agit de très concrètement dire voilà les gens, voilà les personnes, voilà en fait du coup ce qu'on peut réformer techniquement et voilà ce qui se passe, plus personne n'en parle. C'est-à-dire que l'omerta sur ce sujet-là, elle est immense et ça justifie à quel point en fait il y a besoin de médias indépendants parce qu'en fait c'est impossible. On est obligé de rester dans une forme de débat théorique parce que dès qu'on passe sur du pratique, c'est impossible. Il faut absolument se battre sur ce sujet et au bout du compte, de l'autre côté, il y a des gens qui vont porter plainte, essayer de mettre des tabous. Tu le sais, là, on s'est fait près de 6 semaines de procès face aux avocats en droit des étrangers suite à ton enquête de janvier. Le but est de mettre ce type de pression pour empêcher les enquêtes et ce sont les mêmes confrères, entre guillemets, journalistes, qui participent de cette enquête, parce que dans le fond, on le voit très bien, tous ces articles de la presse régionale, ils se ressemblent absolument tous. On a l'impression que c'est une dépêche AFP de la région. Et puis surtout, nous, ce qu'on apporte, c'est la dimension de preuve. C'est ça qui gêne finalement. En fait, on peut faire du journalisme aujourd'hui sur ces questions-là sans donner les preuves. Mais dès lors que nous, on les met face aux preuves, qu'on fait du contradictoire… Ils disent que c'est de la dénonciation. Ils disent que c'est de la dénonciation. C'est ça qui est quand même incroyable. Qui est patient. Alors, il y a un homme, évidemment, on n'en parlera jamais, pourtant on parle de son mentor. Peut-être qu'en cas de candidature à la présidentielle, on s'étonnera de ne pas avoir parlé de cette personne-là, mais nous, on l'aura fait dès le début. C'est Benoît Giménez. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce qu'il a un profil assez singulier. C'est quand même, premièrement, si on le présente, c'est celui qui a été nommé par Dominique de Villepin, donc son parti La France Humaniste, pour être le directeur de campagne. Il faut le dire qu'à la base, on avait eu quelques offs de certains LR qui appelaient sa ville Ramadan City. Ça veut dire quand même quelque chose. Donc, Garges-les-Gonesse. De Garges-les-Gonesse. Et nous, c'est en Île-de-France. C'est en Île-de-France. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a deux aspects très intéressants sur le cas de Benoît Giménez. Le premier, c'est que c'est quelqu'un, qu'il faut le dire, assume son clientélisme. Mais il l'assume du côté de l'islam. C'est-à-dire que lui, il dit « J'organise un marché du Ramadan depuis 3 ans. J'en suis très fier. Je fais de la communication ostentatoire sur mes réseaux sociaux. » Il la subventionne. Il le subventionne, il fait une communication avec la mairie de Garges-les-Gonesse où on entend des appels à la prière, où on voit des femmes voilées, ce qui est d'ailleurs dans la ligne droite de Dominique de Villepin, qui d'ailleurs n'est pas contre le voile, justement. Sauf sur les fillettes voilées. Sauf sur les fillettes voilées, et surtout, il y a aussi… Parce qu'on voit des fillettes voilées pendant les marchés. On voit des fillettes, et d'ailleurs, dans les stands qui sont exposés dans ce marché du Ramadan, il y a quand même des stands où on est sur de l'éradication d'Israël. C'est-à-dire qu'on est sur l'effacement d'Israël de beaucoup d'endroits sur certains stands. Donc ça va. Mais du coup, il doit être LFI, ce monsieur. Il est absolument pas LFI. Il est revendiqué donc de la France humaniste, qui sera un parti gaulliste, prétendument gaulliste, un peu en dehors des clivages. C'est un ex-UDI, lui, un peu. C'est un ex-UDI. Et il est de la majorité régionale de qui, du coup, de la gauche ou de la droite? De la droite. De Valérie Pécresse. Exactement. Et ce qui est vraiment particulièrement intéressant, c'est que on a parlé de ces maires complices de l'islamisme. Et là, des cas d'islamisme, on en a. Premièrement, dans ces marchés du Ramadan, il faut quand même dire qu'il vient se faire adouber par un ministre des Affaires étrangères du Pakistan. Pakistan, pays dans lequel on applique la charia. Je veux dire, d'un point de vue islamisme, le Pakistan, c'est quand même un pays reconnu dans ce qui est de l'islamisme. Mais surtout, on s'est rendu compte, et ça c'est vraiment dans l'enquête, dans le fait d'aller chercher les documents, les décisions dans les conseils municipaux, on s'est rendu compte qu'à Garges-les-Gonesse, finalement, depuis 2004 jusqu'à 2023, le maire Benoît Giménez avait justement fait une énorme faveur à la mosquée en louant gratuitement un espace, un terrain pour la mosquée Hamza. Entre 2003 donc et 2022. Entre 2003 et 2022. Et non, entre 2004 et 2023. Et donc, de là, finalement, nous, on s'est dit, mais c'est déjà incroyable comme faveur qui peut être fait à la mosquée Hamza. Il n'y a pas le droit, normalement, de faire ça. On n'a pas le droit, on n'a absolument pas le droit. Et on s'est attaché à aller regarder, d'ailleurs, ce qu'était cette mosquée Hamza et qui allait prêcher dans cette mosquée Hamza. Et on s'est rendu compte que dans la mosquée Hamza, finalement, il y avait des prêcheurs salafistes qui venaient prêcher, comme par exemple en 2022 le prédicateur Vincent Souleymane. Vincent Souleymane qui est un homme qui dit que les femmes sont inférieures aux hommes, qui est contre le droit d'Israël à exister. Ça a dû faire polémique à l'époque, ça. Ça n'a absolument pas fait polémique, personne ne l'a relevé. Pour autant, Vincent Souleymane, il était quand même connu. Il était connu pourquoi? Parce que le maire Les Verts, Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, avait lui-même pris une mesure avec la préfète Fabienne Bucco pour l'interdire de venir prêcher dans la région. Donc même un écolo
de Lyon, dont on sait quand même les accointances avec l'islam, etc., a voulu interdire ce monsieur Souleymane, alors que le monsieur qui fait partie de la majorité régionale de Valérie Pécresse, ancienne candidate à la présidentielle de droite, lui, le reçoit sans problème et ça fait même pas polémique. Exactement, et d'ailleurs même Laurent Nunez s'était opposé à sa venue et à un de ses prêches quelques années auparavant, c'est-à-dire que c'était quelqu'un de connu, et pour autant, Benoît Giménez, il voit aucun problème à ce qu'un prêcheur salafiste vienne directement dans la mosquée Hamza, mosquée qui, je rappelle, il loue un terrain gratuitement. Après, je pourrais te dire que c'était peut-être la seule fois que c'est arrivé et que finalement que c'était une erreur et que ça peut bien arriver. Malheureusement, en 2020, on a quelqu'un qui s'appelle Shakil Omarji, qui est également un prêcheur salafiste, qui était connu et qui avait notamment fait crier Allah Akbar devant le Bataclan avec le CCIF et qui également, ça je tiens à le dire, estime que le modèle de société pour les femmes le plus vertueux à l'avenir en France serait qu'elles portent toutes le hijab. Et donc, ce sont ce genre de prêcheurs salafistes que Benoît Giménez laisse venir prêcher directement dans la mosquée Hamza, mosquée qui, je le rappelle, à qui il loue un terrain gratuitement. Et alors, les choses sont encore pires que ça parce que, en fait, ce qui s'est passé en 2023, c'est que la mosquée Hamza, elle a envoyé un mail à la mairie de Garges-les-Gonesse. Elle a dit, ce terrain, on aimerait le racheter finalement. On aimerait retrouver, nous, la propriété dessus. Et ça veut dire quoi? Donc effectivement, la mairie a accepté la vente du terrain. Donc c'est-à-dire que Benoît Giménez, il vend un terrain à une mosquée qui fait venir des prêcheurs salafistes, mais ça veut dire aussi que si la mosquée n'avait pas directement pris l'initiative de racheter le terrain, en fait Benoît Giménez, il aurait laissé aujourd'hui la situation en l'état, c'est-à-dire une association qui ne paye pas le terrain sur lequel elle occupe la mosquée. Oui, donc c'est absolument fou. J'imagine qu'il a dû se faire expulser du conseil régional de droite de l'Île-de-France suite à des révélations pareilles. Aucune sanction, rien du tout. Benoît Giménez, il continue. D'ailleurs, il continue sur ses réseaux sociaux. Je le regardais à faire la promotion de Garges-les-Gonesse. Tout va bien, tout se passe bien. On est directement allé, tu sais, avec Jordan Florentin, faire un reportage parmi les gens de Garges-les-Gonesse et ils nous disent, mais tous, et des personnes évidemment de confession musulmane, ils disent le maire est très bien, tout se passe bien ici à Garges-les-Gonesse, on n'a pas de soucis. Le maire il est bien avec nous, les marchés du Ramadan c'est super. Et ce qu'on note et ce qu'on remarque, c'est que finalement aujourd'hui à Garges-les-Gonesse, en fait, on est plus concentré sur l'organisation du marché de Ramadan que sur l'organisation du marché de Noël. C'est-à-dire que d'un point de vue de la communication, on a une énorme communication sur le marché du Ramadan, mais le marché de Noël, par contre, il part aux oubliettes. Alors d'ailleurs, on va parler de Clichy-sous-Bois. J'étais sur Europe 1 avec Christine Kelly. Il y a un auditeur qui a appelé, qui était de Clichy-sous-Bois et qui expliquait que lui, il était juif et que la synagogue, par exemple, elle était complètement sous les ronces et que l'église également était quasiment à l'abandon. Donc on peut voir à quel point, d'une certaine façon, l'islamisation et la construction de mosquées, c'est pas juste pour une histoire, oui, mais chacun sa liberté religieuse. C'est souvent contre une religion et favorisé en cela par à la fois le changement de population et les gens qui partent et par les différentes mairies. Alors justement, tu as parlé tout à l'heure d'Olivier Klein. C'est le numéro 1 de Stop. Qu'est-ce qui lui a valu d'être en numéro 1 au niveau des places de Stop 30? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi aussi on n'a pas choisi de mettre les grands-mères ou les gens très connus dans ce magazine? Alors, pourquoi on n'a pas choisi de mettre les grands-mères et les gens connus dans ce magazine? Premièrement, parce que dans les grandes métropoles, de par évidemment la démographie autre, parfois il y a certains maires qui sont obligés d'avoir une certaine forme d'adaptation à ce qui se passe sur place. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a beaucoup de musulmans, il faut bien construire une mosquée. Mais nous, ce qu'on relève finalement, c'est premièrement les maires qui passent en dehors des radars, donc dans les petites villes et les villes moyennes de France, mais on relève également les maires qui font du zèle, et du zèle vis-à-vis de l'islamisme. Et donc c'est le cas d'Olivier Klein. Olivier Klein, directement dans sa ville de Clichy-sous-Bois, il fait du zèle vis-à-vis de l'islamisme. Et on a des cas concrets. Premièrement, Olivier Klein, c'est quelqu'un, ça a été documenté ça, il a des liens avec les mouvements islamistes turcs. Par exemple, le mouvement du DITIB, lui, il a des liens, des réseaux, c'est un mouvement d'ailleurs qui a fait de l'ingérence en France, ça a été largement documenté, et lui, il l'assume, ça lui pose pas de problème. Tout comme il a assumé en 2020 d'aller marcher dans la marche contre l'islamophobie avec le CCIF. Ça, c'était l'un des rares PS à avoir assumé ça, mais pourtant, lui, il y est allé. On rappelle que le CCIF a été mis en cause dans la mort de Samuel Paty un an après. Et qu'il a fait partie aussi dans cette marche qu'on convergeait énormément d'éléments de gauche et d'éléments islamistes. Bien sûr, le CCIF qui a une plainte contre moi reprise par les musulmans de France, Voilà. dont le délibéré aura lieu au mois d'octobre. Mais j'imagine que cette participation à la marche contre l'islamophobie en 2019 a dû complètement cramer
ces possibilités de monter à l'échelle du pouvoir pour cet homme assez ambitieux? Ah bah alors là, c'est ça qui est absolument passionnant et exceptionnel, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il suffit d'aller marcher dans la marche contre, évidemment, l'islamophobie pour, finalement, 3 ans plus tard, être propulsé ministre du logement par Emmanuel Macron. Donc ça déjà assez De la incroyable. ville et du logement. Donc De c'est la ville l'homme et du qui en logement. fait va s'occuper de développer C'est ça. le type de ville dans le modèle de Clichy-sous-Bois. Exactement, et encore pire, il va en fait 6 mois après ou quelques mois après être délégué interministériel pour la lutte contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est ce profil-là qui fait du clientélisme à l'échelle locale, et on aura le temps, je vais détailler tout ce qu'il a fait encore après. Ce profil, donc, qui fait du clientélisme vis-à-vis de l'islamisme, qui cautionne des associations qui voilent les filles de 5 à 6 ans, qui est en charge directement par Macron, donné par Macron pour en fait se charger de la lutte contre l'islamophobie, le racisme en France. Je rappelle qu'il est aussi recteur de l'université de Strasbourg. Et ça, c'est toujours une fonction qu'il a actuellement. Donc ça, pareil, ça pose pas de problème de mettre quelqu'un qui a gravité dans les mouvements islamistes, a des liens avec la Turquie, et pourtant on le laisse directement à des responsabilités, que ce soit recteur de Strasbourg ou alors d'être passé par les activités interministérielles ou ministérielles. Et si on va directement sur place, le cas Olivier Klein, c'est un cas clinique de clientélisme parce qu'il a une notion de système autour de lui. C'est-à-dire qu'il fait à la fois des faveurs aux associations cultuelles et musulmanes sur place. Par exemple, il loue un local directement à Clichy-sous-Bois à une association pour qu'ils viennent prier. Donc c'est gratuit sur les horaires culturels. Par contre, il les fait payer sur les horaires cultuels. Sauf quand, dans les faits, quand vous regardez, on y est allé directement avec notre reportage de Jordan Florentin. En fait, l'association a la clé en main le local. Et il n'y a personne qui va surveiller si jamais il y a des gens qui vont prier en dehors des horaires dans lesquels ils ont le droit de prier et qui sont payants. Donc vous voyez, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux à la fois aussi pour d'autres associations musulmanes et islamistes locales dans lesquelles il va louer le gymnase en permanence pour des dialogues franco-turcs, pour des associations de la mosquée des louanges de Montfermeil, une association qui est même d'une commune juste à côté pour qu'ils viennent directement dans le gymnase à Clichy-sous-Bois. Donc c'est là vraiment qu'on a des petites filles qui sont voilées. Il faut rappeler aussi que c'est quelqu'un qui a subventionné la mosquée Bilal. Comment on sait qu'il y a des petites filles voilées? Ah bah parce qu'en fait l'association directement fait sa communication en disant nous allons organiser la fête de la mosquée, et sur la fête de la mosquée, la première chose que vous voyez en premier plan, c'est des petites filles voilées. Et ça pareil, on a donné la preuve. Donc il ne le cache même pas. Il ne le cache même pas. Il se rend directement d'ailleurs parce que il faut dire aussi qu'il connaît très bien le président de l'association de la mosquée des louanges, qui est la mosquée de Montfermeil, donc de la commune juste à côté. C'est un de ses amis d'enfance, il nous l'a lui-même expliqué. Il s'appelle Farid Karouche. Et en fait cette personne là, elle permet à ce qu'il y ait des livres radicaux au sein de cette mosquée-là, mosquée dont fait la promotion Olivier Klein. Les livres radicaux, c'est par exemple Le Jardin des Vertueux, qui est un livre dans lequel on appelle à la mort pour les juifs, les homosexuels, dans lequel on fait la promotion de la charia, mais que ça pose aucun problème à Olivier Klein de venir directement faire la promotion de la mosquée. Je rappelle donc que Olivier Klein, il a également fait une subvention de 270 000 € à la mosquée Bilal et qu'il a été particulièrement impliqué durant les travaux, les constructions, avec une surcommunication sur ses réseaux sociaux en disant la mosquée Bilal arrive, elle sera à temps, n'ayez crainte, sachant que c'était un vieux marronnier, donc il a vraiment surcommuniqué sur ça. Et quand vous faites en fait tout l'étalage de tout ce qu'il a pu faire pour la communauté musulmane, mais vous avez un CV qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et toutes ces preuves, c'est uniquement dans ta tête ou c'est dans le magazine également? C'est dans le magazine. On a évidemment fourni à la fois les photos, fourni les messages qu'il pouvait envoyer, fourni la propre communication personnelle d'Olivier Klein. Et d'ailleurs, on invite aussi les personnes qui nous écoutent à aller sur nos réseaux sociaux dans lesquels on a fourni toutes les preuves, à chaque fois aussi des visuels notamment qui peuvent être donnés par les associations auxquelles il permet évidemment d'avoir des locaux gratuitement. Donc, juste sur la méthodologie finalement, on se rend compte nous que quand on a bien conscience qu'un maire, de temps en temps, il doit louer une salle si jamais il y a une période de Ramadan et qu'en fait, il vaut mieux avoir une salle louée plutôt que des prières dehors. Simplement, à qui il loue la salle? C'est ça qui est intéressant. Et là, on se rend compte qu'en fait, Olivier Klein, il s'en fiche de louer sa salle à des associations qui promeuvent l'islamisme
et que lui, en fait, il voit ça qu'en fait comme un service rendu parce qu'il sait que ça l'aidera à être élu en 2026. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Peut-être que si on l'interroge, on peut réaliser que lui dit non, mais ce ne sont pas des islamistes, ce sont des musulmans. Vous savez, quand on fait ça en règle générale, d'associer islam et islamisme, on nous dit qu'on fait un amalgame. C'est intéressant. Visiblement, pour lui, en fait, les musulmans sont forcément ceux qui vont pousser à ce que les fillettes soient volées. C'est intéressant de voir à quel point il n'est pas en train de dire « Ah, est-ce qu'il y a une association qui ne promeut pas l'islamisme qui peut peut-être porter une mosquée ?» Peut-être que finalement, à Clichy-sous-Bois, il n'en trouve pas. Ou alors, c'est vraiment qu'il souhaite favoriser ce type de tendance. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, toi, par exemple, tu as eu un auditeur à Europe 1 qui t'a parlé de la situation sur place. Mais en fait, de mon côté, j'ai aussi eu des personnes de Clichy-sous-Bois qui finalement me parlaient de la situation locale et expliquaient que la situation a été devenue même très dure pour les non-musulmans directement à Clichy-sous-Bois. C'est-à-dire que le voile est devenu monnaie courante, c'est-à-dire qu'il y a des livres effectivement radicaux au cœur des mosquées, c'est-à-dire qu'ils se rendent bien compte que Clichy-sous-Bois est devenu un espace d'ingérence, à la fois des Turcs, à la fois d'autres communautés. On peut parler aussi d'ingérence même de l'Algérie, de pays qui ont l'habitude d'aller faire de l'ingérence directement dans les mosquées. Et en fait, on a beaucoup de personnes qui sont extrêmement inquiètes. C'est-à-dire que là, on donne des preuves, mais derrière, il y a des personnes qui vivent tout ça, qui sont à Clichy-sous-Bois et qui nous parlent de cet islamisme qu'ils vivent au quotidien. Et ça, Olivier Klein, il s'en fiche parce qu'Olivier Klein, il a fait son choix aujourd'hui. Il a fait son choix démographique, c'est-à-dire rendre des faveurs à la communauté musulmane sur place et en établissant tout un système de faveurs, de cadeaux, de clientélisme, parce qu'il sait que c'est ça qui va le faire élire. Et d'ailleurs, il est largement remercié par à la fois la mosquée de Montfermeil, par la mosquée directement de Clichy-sous-Bois, par les associations de Clichy-sous-Bois qui en permanence en fait font ses louanges, le remercient et lui se rend présent à tous les événements. Et je crois que d'ailleurs il y a d'autres villes aux environs, Noisy-le-Sec il me semble à une vingtaine de minutes, c'est là où le film Barbie avait été annulé, qu'on retrouve également le marché du Ramadan, etc. Quand tu parlais de système, c'est aussi vraiment un endroit et une zone. En revanche, j'ai une question. Tu m'as choqué au début de cette interview en m'expliquant que finalement, ces élus feraient ça par clientélisme à l'approche des élections municipales. Mais est-ce qu'il y a une seule preuve dans ce magazine qui prouve à un moment qu'il y a ce type de cadeau qui est fait en échange du vote ou de la mobilisation des musulmans, ou est-ce qu'encore une fois, c'est simplement une fake news de frontières et que ça se passe uniquement dans notre tête? Sur le clientélisme, on a une preuve, un cas clinique, c'est-à-dire que là, sur ça, c'est une preuve irréfutable. Finalement, c'est ce qui s'est passé à Poissy. À Poissy, qui est donc la maire Sandrine Bernot dos Santos, qui est en fait la maire depuis 2 ans directement à Poissy. Cette maire-là, finalement, moi, quand je travaillais sur ce qui se passait à Poissy, j'ai relevé qu'en conseil municipal, elle avait à la fois accordé un permis de construire et également un bail emphytéotique de 99 ans pour la nouvelle mosquée de Poissy qui va être construite dans le quartier de la Coudray. Donc déjà, je me suis dit, pourquoi est-ce que ce bail amphithéotique, il est sur la valeur de 1 euro? Donc pour 1 euro, l'association a obtenu ce bail. Donc déjà, premièrement, ça c'est une faveur qui est absolument incroyable. Personne ne donne un bail amphithéotique de 99 ans à une mosquée pour la valeur d'1 euro. Mais derrière ça, j'ai pu récupérer un document qui m'a donné toute l'explication finalement de cette faveur. Et là, on est sur un cas clinique et chimiquement pur de clientélisme. Pourquoi? Parce que l'association qui a obtenu la faveur du bail amphithéotique avait au préalable envoyé un mail dans lequel elle expliquait à la maire qu'elle était extrêmement contente que la maire soit attentive aux revendications des musulmans directement à Poissy et que si la maire faisait une faveur justement sur la question du bail amphithéotique, c'est-à-dire avoir un bail amphithéotique de 99 ans et pour une valeur pas très onéreuse, eh bien l'association saurait s'en souvenir et se mobiliserait le moment venu pour peser positivement sur la campagne de la maire. Ça, c'est la citation in extenso. Exactement. On publie d'ailleurs le mail de cette personne pour un mail qui était envoyé donc en 2024. Ça date pas d'il y a 10 ans. Exactement. Et donc, si on remonte le fil, on se rend compte qu'il y a un mail qui est envoyé par l'association cultuelle de Poissy directement à la maire, l'association cultuelle musulmane de Poissy, envoyé directement à la maire pour lui demander finalement où en est-on du bail amphithéotique et que s'ils ont une faveur, ils se mobiliseront le moment venu. Et quelques mois après, l'association reçoit finalement le cadeau et la faveur de la maire, c'est-à-dire à la fois un permis de construire et à la fois un bail amphithéotique de 99 ans pour la valeur d'1 euro. On voit bien que là, qu'il y a un échange de bons procédés, qu'il y a un échange de faveurs. Et là, on est sur un cas de clientélisme chimiquement pur et avec la preuve irréfutable de ce mail et du fait qu'en fait le bail amphithéotique a été donné.
Alors on va revenir maintenant. Et aussi même pour préciser, parce qu'à chaque fois, nous, on a les preuves, on fait les enquêtes, mais on s'attache aussi à ce que pensent les riverains. On va aussi tâter le terrain directement auprès des riverains, notamment autour de la mosquée. Ils doivent être contents qu'il y ait une mosquée. Et justement, c'est pour dire encore une fois qu'on est dans cette logique de clientélisme, c'est-à-dire qu'à Poissy, finalement, le permis de construire a été donné ainsi que le bail emphytéotique de 99 ans pour 1 euro sans avoir prévenu les riverains. Donc, en fait, ce qui s'est passé très concrètement, on a rasé les arbres sur un espace près du quartier de la Coudray. Les riverains ont vu tous les arbres être rasés pour l'implantation d'une mosquée sans qu'ils soient directement consultés. Donc, évidemment, ils grincent des dents, ils se disent mais pourquoi est-ce qu'en fait, nous, on n'est pas consultés dans ça? Il y a une mosquée qui vient s'installer au milieu de notre quartier et en plus de ça, c'est une faveur de la maire puisqu'il y a un bail emphytéotique de 1 euro. Et là, ils sont en train d'apprendre, grâce à notre enquête, que finalement le deal avait été fait quelques mois auparavant avec le mail qu'on a récupéré de l'association culturelle musulmane qui a été directement donné à la mairie. Alors parlons maintenant des maires précisément qui ont donc porté plainte contre Foncière, en tout cas qui ont annoncé le faire. On n'a pas encore reçu le courrier de l'huissier. La Haute-Savoie? Je pensais que c'était qu'en Seine-Saint-Denis, l'islamisation du pays. C'est ce qui fait tout le sel et le grain de notre enquête, c'est-à-dire la volonté de sortir ce qui est malheureusement des évidences. C'est-à-dire qu'on a accepté tacitement, c'est assez triste, on a accepté qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait du clientélisme. On l'a quand même documenté, on montre comment ça se passe. Mais l'intérêt, c'est de montrer qu'à l'approche des municipales de 2026, la presse quotidienne régionale et les autres journalistes ne font pas leur travail et qu'on n'entend jamais parler du fait qu'il y a énormément de construction de mosquées, de permis de construire qui sont donnés justement depuis 2 ans. Je rappelle quand même un chiffre, en 1965, nous avions 5 lieux de culte en France. En 2025, on en a 2800. Donc il y a bien des permis de construire qui sont donnés en France sans qu'on le sache. Et on est allé justement voir dans ces petites villes, ces villes moyennes, qu'est-ce qui se passe concrètement d'un point de vue de construction des mosquées? Et la Haute-Savoie a été vraiment un cas emblématique de cette islamisation, de ces constructions de mosquées à foison dont on ne parle pas, avec des villes comme Saint-Julien-en-Genevois, comme Annemasse, comme Annecy, dans lesquelles en fait on a par exemple le maire d'Annecy, François Astorg, qui estime de son côté qu'une 5e mosquée est une nécessité pour la ville d'Annecy. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et il faut dire que ce maire, d'ailleurs, qui a annoncé porter plainte contre nous, finalement, s'est opéré. D'ailleurs, après le bouclage de notre magazine, le 29 septembre dernier, a trouvé un nouveau lieu, un nouvel espace pour la 5e mosquée qu'il estime être une nécessité. Et pour ça, finalement, il a trouvé un espace dans lequel il va devoir faire partir le Secours populaire en 2026. Donc, il a vendu ce terrain-là. Le Secours populaire doit partir en 2026. Et lui, il a dealé avec cette association qui s'appelle Salem, un nouveau projet de mosquée dans lequel finalement le président de l'association n'exclut pas l'idée qu'il y aura un minaret. Et donc ça, c'est absolument incroyable parce que premièrement, je le rappelle, la situation sur place, on a une mosquée qui est liée au Miligorus, donc une mosquée qui est liée aux associations islamistes. Donc premièrement, il y a un laxisme de la part du maire vis-à-vis de cette mosquée. On a un maire qui estime qu'il faut une 5e mosquée dans la ville d'Annecy, qui est une ville de 120 000 habitants, ce qui n'est pas non plus, ce qui ne nécessite pas 5 mosquées, mais il rentre dans une logique où les communautés musulmanes sont tellement venues à Annecy, sont tellement différentes qu'il veut une mosquée directement par origine de communauté. Et également le fait que ce maire se contrefiche et ne voit pas le problème à ce que maintenant, cette 5e mosquée, après qu'il y ait déjà une mosquée islamiste, que cette 5e mosquée voit advenir un minaret au cœur d'Annecy. C'est quand même incroyable. Il y aura aussi un restaurant halal directement. Et cette mosquée, elle se dit ouvert sur la rue, ouvert sur tous. Ben, on comprend pourquoi, parce qu'en fait, Annecy est directement devenue une ville qui s'islamise. Donc en fait, elle rentre dans le paysage d'Annecy. Et quand on sait, en plus de ça, pour ceux qui se souviennent, l'actualité tragique qu'il y a pu avoir à Annecy, on se souvient de cette attaque terroriste d'un islamiste d'ailleurs qui, pendant un moment, la presse a voulu faire croire qu'il était chrétien. On se souvient, c'était un Syrien, c'était finalement un islamiste. Finalement, on a un maire qui a un laxisme total vis-à-vis des questions islamistes et qui, lorsqu'on le met devant les évidences, devant les preuves, fait de la dénégation du réel, refuse de parler aux journalistes et s'entoure des mêmes journalistes qui ne parlent pas de ces sujets au moment d'une conférence de presse pour critiquer les journalistes d'enquête que nous sommes. C'est très fort parce que ça me fait penser à, vous savez, cette série documentaire de Jordan Florentin qu'on retrouve sur Frontières Plus, les maquis islamiques, où certains journalistes, notamment de Libération, avaient critiqué le fait qu'on mette des minarets sur l'affiche
de ce documentaire en disant que finalement, eh bien, on en rajoutait, que c'était de la démagogie. Ben, en fait, absolument pas. D'ailleurs, cette information sur les minarets donc, qui est récente, moi je ne le savais pas, donc je l'apprends juste avec toi, c'est fou. Surtout quand on pense qu'à quelques kilomètres de là en Suisse, ils ont voté grâce à des référendums locaux l'interdiction tout simplement de la construction de minarets. Donc c'est absolument lunaire quand on voit ça. Tu disais qu'il y a donc des mosquées par communauté. Il me semble qu'il y a une mosquée pour les Maghrébins, pour les Bosniaques, Exactement. pour les Turcs. Pour les Turcs. Donc vraiment tout le monde en a pour eux-mêmes. Est-ce qu'à Annemasse c'est différent ou est-ce que tout se concentre sur Annecy? Annemasse, finalement, on a la même logique. Premièrement, on a un maire donc de gauche qui refuse d'intervenir sur une mosquée présente, qui est une mosquée encore une fois liée au mouvement du Miligorus, qui encore une fois, c'est pas des fantasmes, c'est documenté dans le rapport sur les frères musulmans. Il sert à ça aujourd'hui ce rapport, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur un document officiel et pouvoir dire que le Miligorus est un mouvement islamiste qui fait de l'entrisme pour la Turquie et qu'on a des maires qui, comme le maire d'Annemasse, Christian Dupezé, se contrefichent de ça. Et en plus, c'est de l'ingérence étrangère parce qu'on sait à quel point Erdogan appelle à chaque fois les communautés turques en France et en Europe à se mobiliser politiquement pour influer sur la politique. Exactement. Et là où la question d'Annemasse, elle est particulièrement intéressante, parce qu'on revient à la question du clientélisme. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet d'un 4e lieu de culte, donc directement à Annemasse. Donc c'est une petite commune, Annemasse, hein, c'est pas, c'est plus petit qu'Annecy. Hein. Et donc il y a quatre lieux de culte. Et finalement, le nouveau lieu de culte qui doit être mis en place, donc une grande mosquée, eh bien cette mosquée, c'est un peu un marronnier local. C'est-à-dire que ça fait longtemps que le maire d'Annemasse fait des promesses à la communauté musulmane en disant « moi, je vais m'emparer du dossier ». Son conseil municipal, pendant un moment, ainsi que les musulmans locaux n'avaient pas réussi à s'entendre, ce qui fait que le projet avait avorté aux alentours de 2017. Pour autant, Christian Dupezé, ce maire de gauche, avait dit « moi, je vais quand même porter le projet ». Il y a eu entre-temps la loi de Gérald Darmanin, la loi séparatisme de 2021, qui a obligé en fait à avoir une certaine distinction entre l'association culturelle et l'association cultuelle. Ce qui était une bonne loi du coup. Ce qui était une bonne loi, cependant, une loi qui peut être facilement contournée dès lors qu'on est attentif, parce que aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les mêmes, finalement, la même association qui s'est simplement divisée en deux pour avoir un volet culturel et un volet cultuel. Donc, mais c'est le cas ici. C'est le cas ici, justement à Annemasse. Et vous vous rendez compte que si le maire d'Annemasse finalement finance l'association culturelle, eh ben, il financera l'association culturelle de facto puisque ce sont les mêmes. Et surtout, ce que reproche son opposition, parce qu'on a aussi contacté les oppositions. Est-ce qu'on peut expliquer la distinction entre les deux types d'associations à ceux qui nous regardent? L'association culturelle, finalement, c'est l'association qui régit directement la mosquée. L'association culturelle, c'est l'association qui va régir ce qui va être autour, c'est-à-dire par exemple quand il y a une bibliothèque, lorsqu'il y a des cours qui peuvent être donnés. Ça permet de dissocier le religieux de l'éducatif, par exemple. Voilà, alors bon, si on est un peu quand même critique. On sait qu'ils font des complexes énormes et que c'est la même chose. Si on faisait venir Majid Oukasha, il nous dirait que la distinction entre le culturel et le cultuel dans l'islam, on pourrait en parler longtemps, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais bon. Pour ça, il faut regarder tes super Il faut regarder l'islam expliqué aux mécréants. Tous les jeudis soirs sur Frontières Plus. Exactement. Et donc, pour en revenir donc à ce projet de mosquée, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le maire, il a dit, donc en 2021, effectivement, je vais essayer de me conforter à la loi, tout en sachant que c'était les mêmes personnes que l'association d'avant, simplement ils se sont divisés en deux, donc il savait qu'il allait aider les mêmes personnes. Et surtout, finalement, ce que lui reproche l'opposition qu'on a contactée, c'est qu'en fait, il a fait durer le dossier. Il a fait durer le dossier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à arriver en 2024, voire jusqu'à la fin 2025, où là, il s'est dit, tiens, je vais concrétiser ce projet de mosquée et je vais trouver un terrain. Et il a vendu, ça y est, un terrain pour la nouvelle association qui va s'installer sur place. Ce qui fait que, comme par hasard, comme par magie, finalement, on a un calendrier qui se débouche d'un point de vue de la vente du terrain pour la mosquée avec un calendrier électoral pour 2026. Alors, encore une fois, on n'affirme rien, mais tout de même, c'est quand même intéressant de voir que ce projet qui était bloqué, ça fait des années que l'opposition lui dit « mais pourquoi est-ce que vous avancez pas sur ce projet ?» D'un seul coup, en 2025, se débloque à l'approche des municipales de 2026. Et ça, c'est un cas absolument clinique parce qu'encore une fois, lui, quand on l'interroge sur tout ça, lui, il n'y voit pas de problème. Finalement, dans les conférences de presse, quand on écoute ses propos, que ce soit Véronique Lecochois, la maire de Saint-Julien-Genevois, que ce soit François Astorg, qui était également présent, le maire d'Annecy, ou lui, ils ne voient aucun problème à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils assument, ils reprennent, ils corroborent toutes nos preuves, ils disent que ça c'est vrai, nous on le fait, on a changé d'avis. Simplement,
ils n'y donnent pas la même analyse et le même propos. Ils disent ce sera un peu sous mission de Welbeck. Ça veut dire que là où nous on dit que c'est par la pression aujourd'hui de la communauté musulmane, eux disent non, c'est pour le vivre ensemble. On s'adapte. C'est absolument fou ce type de cas. Et donc, sur les 30 aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres personnes sur lesquelles justement on peut peut-être, même si on invite évidemment tous ceux qui nous regardent à se procurer ce magazine en kiosque, hein, c'est un trimestriel, donc il reste 3 mois. Donc vous pouvez vous abonner aussi sur le site de Frontières, c'est le plus important. On a près de 11 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est important d'en avoir un maximum pour nous soutenir face à ça. Est-ce qu'il y a d'autres maires sur lesquelles on peut se concentrer? J'aimerais revenir sur le cas tout de même d'Éragny-sur-Oise avec Thibaut Humbert parce que en fait il incarne quelque chose qui pourrait vraiment advenir à l'approche des municipales et surtout dans le futur. C'est vraiment un cas unique. Je l'ai retrouvé nulle part ailleurs. Et pourtant, j'ai analysé des milliers et des milliers de décisions en conseil municipal. Hein. Grâce à cette boîte de data analyst, on s'est servi de l'IA, on a pu faire remonter des mots-clés, mais c'est un cas qui est vraiment original et qui permet de montrer ce qui va se passer après. À Éragny-sur-Oise, donc le maire LR, qui était un maire qui pourtant d'ailleurs s'était investi au moment de l'affaire Samuel Paty, parce qu'on rappelle que la commune de Conflans-Sainte-Honorine est juste à côté de la commune d'Éragny-sur-Oise. Eh bien, ce qu'on a retrouvé, c'est qu'en 2022, l'association des musulmans d'Éragny-sur-Oise a fait un don directement à la mairie. C'est-à-dire que c'est une association cultuelle qui fait un don. Alors un don, normalement, c'est de manière désintéressée. C'est-à-dire que vous faites un don, vous n'avez rien en échange. A fait un don de 3 000 € à la mairie. Et donc, à ce moment-là, on se dit, bon, là, il n'y a rien d'illégal si jamais ils font le don, mais que derrière, il n'y a rien en retour. Sauf que quand on se penche sur le dossier, on se rend compte qu'il y a des choses en retour. On se rend compte que du point de vue de la mairie, il y a des cadeaux qui sont faits. Et notamment le fait que là, en 2024 et 2025, le parking, qui était à la base un parking ouvert à tous, est devenu un parking exclusif pour les musulmans, le parking de la mosquée, pardon, qui était un parking à la base ouvert à tous, est devenu un parking qui est exclusivement donné aux musulmans présents pour la mosquée, et surtout qu'ils le louent pour une valeur de 1 €. Donc ça, c'est une vraie faveur qui a été faite pour la communauté musulmane. Autre faveur, un loyer qui n'est pas très cher. Il faut le dire aussi, 300 € le loyer pour directement pour la mosquée. C'est pas un loyer très cher, mais surtout, si j'en reviens au contexte local, encore une fois, on a beaucoup traité avec les riverains. Finalement, les riverains, ils sont excédés depuis des années par ce qui se passe sur ce parking. Parce que sur ce parking, au moment du Ramadan, au moment où il y a beaucoup de prières, il y a énormément de désordre, énormément de bruit et les riverains, ils en peuvent plus. Et pourtant, on pourrait se dire, que fait le maire? Est-ce qu'il va essayer de régler la situation sur place? Non, le maire, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un cadeau aux musulmans locaux pour qu'ils puissent encore plus se garer et que d'ailleurs les riverains aux alentours, ils ne puissent pas se garer dans la mosquée, sur le parking de la mosquée, puisqu'il l'a rendu exclusif directement aux musulmans sur place. Et ce qui est intéressant avec ce cas, c'est parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, 3 000 € pour la commune d'Éragny-sur-Oise, c'est pas rien. C'est quand même une somme qui a été donnée pour cette petite commune. Et peut-être que ce logiciel et ce mécanisme aujourd'hui d'avoir des mosquées, des associations culturelles qui vont avoir de l'argent et qui vont directement offrir et donner et faire des dons à des municipalités, eh bien, il va se retrouver à l'avenir dans d'autres municipalités avec des maires qui vont se dire maintenant, je peux plus me passer de ce don, je peux plus me passer de cette association puisqu'elle m'a fait un énorme don, je suis obligé de lui donner quelque chose en retour. Et ça, c'est vraiment inquiétant. J'ai interrogé énormément de juristes autour de moi qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est vraiment un cas complètement original, mais ce mécanisme, on n'est pas à l'abri qu'il arrive pour les futures élections. Tu as un retour de ce maire est LR, c'est ça? C'est un maire LR, moi je l'ai contacté et pour être très clair, il m'a dit, on s'est vraiment posé la question au moment du conseil municipal d'accepter ça, on s'est demandé si c'était légitime, est-ce qu'on a le droit ou pas, finalement on l'a quand même accepté. Et il m'a confié à la fin, on sait bien qu'il y a quand même un problème. Donc ça veut tout dire. Et ce maire-là, c'est un maire qui, encore une fois, est engagé aussi dans la majorité de Valérie Pécresse. C'est un maire qui appartient justement à ces maires d'Île-de-France, LR, qui se font élire sur des étiquettes fortes en disant nous, on sera intraitable avec l'islamisme, nous, on ne laissera pas prospérer l'islamisme sur nos communes. Oui, sauf qu'en fait, vous acceptez des dons de communautés musulmanes, vous acceptez des mécanismes qui, à l'avenir, vont déboucher sur de l'islamisme.
C'est absolument... Il y a d'autres choses aussi qui sont vraiment intéressantes et qui permettent aussi d'analyser ce qui se passe. On a un maire, notamment le maire par exemple de Corbeil-Essonnes, qui a un cas aussi vraiment intéressant. Il s'appelle Piriou, c'est un maire, un ancien communiste. Et ce maire de Corbeil-Essonnes, lui, il fait pas les choses à moitié. C'est-à-dire qu'il montre aussi l'exemple de tout ce que peut faire un maire pour ravir ou pour faire des faveurs à une communauté musulmane en place. Alors évidemment, il y a des questions de cession de terrain, les questions de location de terrain directement sur place. Mais lui, c'est un maire aussi qui affirme qu'il va adapter tous les menus de la cantine directement pour qu'ils soient halal, pour qu'ils soient adaptés aussi à la communauté musulmane sur place. Donc il y aura aussi des menus évidemment sans porc et autres. Il assume aussi, vous savez, l'enjeu palestinien directement dans sa commune. Là, à l'approche, il a fait des déclarations en disant moi, je veux que toutes les personnes directement à Corbeil-Essonnes portent leur petit drapeau palestinien. Je veux qu'on soit ensemble dans cette lutte-là. Il loue des gymnases à toutes les associations musulmanes locales et évidemment, pareil, quand on le met face à tous ces communiqués et autres, il ne nous répond pas, il ne souhaite pas nous répondre, mais ça il faut le dire, c'est quelqu'un qui fait une communication publique de tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, ça ne lui pose plus problème de s'être complètement adapté à l'islam et non pas l'inverse. C'est-à-dire que l'islam s'adapte à la République. Lui, il assume complètement cette logique. C'est ce qu'on appelle la ceinture rouge aujourd'hui d'Île-de-France, mais c'est pour montrer maintenant la logique, parce que c'est des maires qui vont être concurrencés, comme le maire de La Courneuve, qui vont être concurrencés par l'arrivée de la France Insoumise directement sur place, avec des candidatures qui vont assumer le clientélisme. Et d'ailleurs, on l'avait vu au moment de l'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges, on avait vu un Louis Boyard qui assumait sur sa 5e position dans sa liste un élément pro-Hamas. On l'avait relevé, on avait fait une longue enquête sur sa liste et finalement ils avaient dit on assume, il est pro-Hamas, on assume. La 2e de liste, Fadwa Sadak, a un kéfier qui il y a marqué l'éradication d'Israël. On assume, tous ces candidats on les assume et c'est toute la France Insoumise qui a assumé. Et aujourd'hui on a des maires communistes qui vont avoir des listes très radicales en face d'elles et ces maires communistes redoublent finalement de force et de radicalité dans leurs propositions clientélistes. C'est également le cas de Pierre Belloc, le maire de Vitry-sur-Seine, et ce maire-là, pareil, comme par hasard, il y avait un projet depuis 25 ans finalement de vente d'un terrain pour une grande mosquée sur place. Et bien lui, on sait qu'en ce moment à Vitry-sur-Seine, il y a une liste LFI qui est en train de se monter qui va être particulièrement radicale. Eh bien, ce maire-là, il a accepté avec une association musulmane d'avoir une grande mosquée directement sur sa commune, tout en redoublant de communication sur l'accueil de Gazaouis, tout en redoublant de communication sur la question des Palestiniens. Et ça, c'est vraiment pour ça aussi qu'on fait un travail d'intérêt public à l'approche des municipales. C'est parce qu'on montre qu'il y a des maires qui sont concurrencés de la part du Parti communiste et autres, et qu'on va probablement jamais autant avoir de propositions clientélistes qu'à l'approche de ces municipales de 2026. C'est absolument passionnant. Jules, on va donner rendez-vous, on va faire d'autres émissions à ce sujet, si on peut donner un petit peu le programme à ceux qui nous regardent. Alors cette émission, elle est en direct sur la radio toute la semaine, tous les soirs, entre 17h et 19h. Elle est également en replay sur YouTube. On va faire une prochaine émission, on va se concentrer sur d'autres maires dont on n'a pas parlé encore d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Je pense à Bruno Béchiza, donc lui qui est plus qualifié dans la sphère islamo-droitiste, qui est le D'aulnay-sous-Bois. Je sais que lui, il avait eu des procès déjà contre Jordan Bardella pendant longtemps. Aude Lagarde également, la maire de Drancy, UDI, la femme de Jean-Christophe Lagarde. Ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne va pas tout dire maintenant parce que voilà, il y a encore du monde. On va refaire une émission consacrée à la quinzaine, la vingtaine de maires qui restent dont on n'a pas parlé. Et on refera d'autres émissions également. On va se concentrer sur d'autres enquêtes peut-être. Est-ce que tu peux présenter toutes les autres enquêtes du magazine sur lesquelles on va faire des émissions et sur lesquelles je vous invite à nouveau à vous procurer ce magazine en kiosque ou sur www.frontiermedia.fr en vous abonnant. Ce qui va être vraiment intéressant pour les gens qui nous suivent, c'est de se rendre compte, notamment dans l'enquête par exemple sur le halal. On a une énorme enquête sur le halal et on a aussi Florence Bergeau-Blacker qui a venu donner un entretien, qui a donné beaucoup d'assises aussi à ce magazine, c'est une universitaire. Je rappelle que Florence Bergeau-Blacker, avant de parler des frérismes, sa spécialité c'était le halal. Et elle sort un livre dessus, elle sort dans un bouquin. 15 jours. Exactement. Et en fait, dans cette enquête sur le halal, les gens ils vont voir, on s'est attaché à beaucoup de cas très concrets et notamment de cas où la presse disait ça n'arrivera jamais. C'est l'extrême droite qui parle de halal, par exemple dans une commune comme dans la Creuse. C'est l'extrême droite, ça n'arrivera jamais. Et bien on va voir qu'en fait on a en quelque sorte débunké ces journalistes qui à l'époque disaient que ça n'existerait jamais. Nous on a trouvé de nouveaux cas de halal et on montre comment le halal est en train aujourd'hui dans la Creuse.
dans la Creuse, de s'impliquer directement, de s'implanter directement dans de nouvelles communes. On a aussi un dossier sur les mosquées qui sont en train d'être construites avec pareil des histoires. On se demande mais comment les journalistes de la presse quotidienne régionale n'ont pas relevé ou monté en épingle ou n'ont pas saisi ce sujet. C'est incroyable. On a l'impression d'avoir des journalistes qui sont en fait des journalistes de cour vis-à-vis de barons locaux et de maires et qui en fait ne se contentent que de les flatter dans leurs articles. Nous, quand on lit ça, on se dit mais c'est pas possible, il n'a pas pu écrire ça. Donc on a plein de cas concrets pour montrer qu'en fait il y a plein de journalistes qui font pas leur travail et nous on a les preuves de ce qu'ils font. Un dossier sur Christian Estrosi également. Un gros dossier aussi sur Christian. On n'a Christian pas du tout parlé encore parce qu'on sait que ça va déclencher une nouvelle vague. Exactement. Mais Christian Estrosi, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plein de choses à dire sur Christian Estrosi et notamment il y a la bataille de Nice pour les municipales de 2026 et c'est quand même intéressant que les gens se replongent sur qui est vraiment Christian Estrosi parce qu'il fait une communication finalement depuis 2 ans où il se réajuste depuis le 7 octobre, où il dit qu'il est en guerre contre l'islamisme. On est allé récupérer son CV sur les questions de l'islamisme et il est assez fourni. Il y a Pierre Bédier également. Pierre Bédier. C'est le cas, je pense, immense. Aujourd'hui, le tabou énorme, où c'est un très gros dossier sur lequel on bossait depuis plusieurs semaines. Donc beaucoup de choses évidemment, Majid Oukasha qui a fait un très gros dossier. Très gros dossier de 8 pages où en fait il vous montre, mais de manière presque scientifique, l'opposition et l'incompatibilité entre l'islam littéral et les valeurs occidentales. Mais je veux dire là c'est une démonstration limpide et claire de toutes les incompatibilités et c'est un peu aussi un dossier clé en main. Si un jour vous êtes amené à parler des questions d'islam et autres, quand vous voyez ce que prône l'islam et par rapport aux questions de liberté d'expression, liberté de conscience, je veux dire, il est allé vraiment très très loin dans la critique de l'islam avec encore une fois, non pas la volonté de faire mal, mais simplement la volonté d'être très factuel sur cette religion. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de s'abonner au magazine Frontières? Est-ce que ça, on le retrouve partout aujourd'hui? Dans d'autres médias, j'entends ce type d'enquête. Non, je pense que honnêtement sur ce travail-là, sur avoir des éléments concrets, des preuves, de nouveaux éléments dans le débat public pour qu'on puisse parler de ces questions de clientélisme, on est les seuls à faire le travail. On est les seuls à vraiment donner des preuves. On l'avait fait aussi sur la question de la France insoumise où, vous savez, on parle depuis très longtemps de l'islamo-gauchisme, du fait qu'il gravite dans des sphères islamistes et autres. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé directement relever les preuves auprès des assistants parlementaires. Là, encore une fois, quand on parle de débat, ça fait des années qu'on parle de questions de clientélisme. Depuis les années 2000, 2010, on avait beaucoup de monde qui disait il y a un clientélisme et autres. Oui, mais nous, ce qu'on vous propose à travers nos enquêtes, c'est d'en avoir les preuves et de pouvoir se baser sur des éléments concrets et d'avoir de nouvelles preuves dans le débat public. Même à l'époque, on parlait d'Elias Dimsalen, on le présentait, on était tout seul et au bout de plusieurs mois, d'un coup, tout le monde a repris ce nom et à chaque fois, on était toujours en avance. C'est toujours intéressant de voir que on est les premiers, on pousse le sujet, on se dit parce qu'en vrai, les gens sont flippés, même ceux qui pensent comme nous, de se dire à un moment, je vais citer telle maire, donc on préfère citer Roubaix et Trappes. C'est pour ça que Roubaix et Trappes, on les a pas mis dans le magazine parce que c'est devenu beaucoup trop facile aujourd'hui. On va citer Molenbeek en Belgique, mais en fait, on va pas réaliser que le petit village où on peut passer nos vacances aujourd'hui, finalement, c'est devenu Ramadan City pour citer Garges-les-Gonesse. C'est ça qui est absolument fou. Exactement, et vraiment toujours dans cette dimension d'avoir du concret. C'est fouillé, c'est détaillé, c'est vérifié. C'est dans le principe du contradictoire vis-à-vis des maires aussi. On leur pose les questions. Vous savez que nous, en plus de ça, on a vraiment une exigence et j'insiste sur le côté complètement apartisan de l'enquête. On a vraiment travaillé sur tous les maires. On est allé sur le concret, les preuves et qu'on a simplement… Il y a même des maires en fait que publiquement, moi j'aimais assez bien. Et quand j'ai regardé le dossier, j'étais là, mais c'est vrai, il est comme ça, etc. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas regardé, on sait pas, il n'y a eu aucun problème là-dessus sur certains maires qui font partie. Par exemple, moi, ça m'arrive d'être sympathique, positif à l'égard de Laurent Wauquiez. On voit Nicolas Daragon, qui est un des proches de Laurent Wauquiez. On voit différentes personnes qui sont dedans et on ne sait pas censurer. Mais je pense qu'on est aussi dans notre rôle de journalisme, c'est-à-dire la définition d'Aberlond, mettre la plume dans la plaie. C'est-à-dire que Frontières, c'est ça. C'est un moment aussi s'attaquer au sujet dont personne ne veut s'attaquer. Je me souviens que l'idée sur, par exemple, la question des avocats et de leur système migratoire, du business qui pouvait se faire, elle était venue simplement de quelques lignes sur un rapport de la Cour des comptes. Nous, on s'est attaché à faire
faire plus qu'un rapport, quelques lignes d'un rapport sur la Cour des comptes, mais de le documenter, d'informer, de montrer comment ça se passe avec des cas concrets. Et on voit bien que depuis, la question aussi migratoire, elle est intimement liée à la question de l'argent. Elle est intimement liée aussi, on a fait un gros dossier sur les associations pro-migrants. Et ça permet aussi aux gens maintenant d'avoir de nouveaux éléments, de s'emparer de ces sujets. Et quand il y a un débat, quand les gens en parlent, quand il y a quelqu'un qui fait une dénégation du réel, qui vous dit mais ça n'existe pas, et ben si ça existe, on a les preuves. Et quand tout le monde reprendra ses idées, elles seront tellement reprises que tout le monde aura oublié, y compris ces journalistes mainstream, que ça venait à la base de Frontières et de ton enquête. Mais ça, c'est une vraie fierté. Et c'est la fierté de nos abonnés qui ont la primeur à chaque fois de cette information. Et ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental à souligner. Alors évidemment, on va continuer à suivre absolument tous ces sujets. Ça, je pense que c'est absolument important. D'ailleurs, je note que quand on avait lancé Frontières, on avait dit qu'on voulait c'est une forme de Mediapart de droite. Et certains critiquaient en disant oui, mais non, Mediapart tape également sur la gauche. Et ben, nous, on le voit, on était capable de taper également, entre guillemets, sur des maires positionnés de droite assez dur. Hein. Nicolas Daragon, encore une fois, il faisait partie de ceux qui disaient à un moment, il y en a marre, dehors les immigrés, etc., les étrangers. C'était étranger dehors, je ne sais plus son slogan à l'Assemblée nationale, ça avait beaucoup choqué. Évidemment, ça avait plu aux abonnés, etc. Forcément, à la droite même dure, identitaire, régalienne. Et pour autant, on ne l'a pas épargné. C'est quelqu'un, certainement d'ailleurs, qui depuis quelques mois essaye de varier, essaye de revenir, mais ça n'empêche pas d'être capable, nous, de voir qu'à un moment, il y a eu des problématiques quand même sur la gestion. C'est quelque chose d'important parce que, de toute façon, vu qu'aucun journaliste ne regarde jamais ça, les maires, y compris qui sont bien intentionnés, se disent bon, qu'est-ce que ça va changer? Je vais le faire, je vais gagner quelques voix. Et parfois, effectivement, tu le disais, ils sont naïfs. Ils croient que ça va leur permettre de contrôler une communauté alors que jamais. Souvent, ils se font manger par cette communauté. Donc, c'est fondamental. Restez bien connectés, abonnez-vous sur www.frontiermedia.fr. Vous pouvez nous faire un don défiscalisé également pour nous soutenir. Vous pouvez vous rendre en kiosque pour retrouver ce magazine Collabo, ces mères complices de l'islamisme. Il y a également d'autres articles dedans. Il y a un reportage sur le Puy du Fou. Il y a beaucoup d'articles, différents sujets. On vous parle également de la Modest Fashion, la nouvelle vague de la mode islamique en France. On vous parle des influenceurs sur Internet, les prédicateurs islamistes, énormément de choses, 160 pages d'enquête. Et là, tout de suite, sur la radio Frontières, vous allez retrouver Econoclass. Donc Econoclass, c'est la grande mission économique depuis 5 mois qu'on mène avec Sébastien Lay, l'économiste Sébastien Lay. Vous le savez, on se diversifie grâce à Frontières Plus, grâce à la radio sur l'économie. Et le thème de ce soir, c'est peut-on encore devenir riche en France? Alors si vous découvrez cette vidéo dans le replay YouTube, vous pourrez retrouver Econoclass exclusivement sur Frontières Plus, www.frontiermedia.fr. C'est la plateforme de streaming de Frontières et vous retrouverez avec une quinzaine d'émissions déjà sur l'économie. Sébastien Lay ne reçoit que des experts que vous ne retrouverez pas sur BFM TV, LCI, etc. Vous retrouvez exclusivement chez nous et on prend des grands sujets qui sont intemporels sur la monnaie, le bitcoin, les taxes douanières, etc. Et donc ce soir, c'est peut-on encore devenir riche en France? Je dirais la question sous-jacente, c'est une fois qu'on l'est, est-ce qu'on ne se fait pas tout piquer par l'État? Merci Jules, encore bravo et à très vite pour la suite des émissions. En 1965, la France comptait 5 lieux de culte musulmans pour 2800 aujourd'hui, en 2025. 10 ans après Soumission de Michel Houellebecq, la réalité dépasse-t-elle la fiction? À l'approche des élections municipales de 2026, des maires, toutes étiquettes confondues, multiplient les concessions à l'islam. Ces maires qui, depuis 2020, favorisent les projets de mosquées avec un objectif clair, tout boucler avant de se représenter. Ces maires qui font du clientélisme dans les mosquées pendant le ramadan à la recherche de voix. Ces maires qui laissent prospérer des associations islamistes sur leur territoire. Stratégie électorale assumée, pression démographique, simple naïveté politique. Pour Frontières, nous avons enquêté à travers l'étude de milliers de comptes rendus de décisions municipales, de publications des maires sur les réseaux sociaux et de communications plus discrètes d'associations islamiques et des mosquées sur ces compromissions dont on parle si rarement. Souvent, rien n'est illégal. Tout cela se fait parfois même avec la communication officielle des mairies qui se félicitent chaleureusement d'avoir permis que la fête de l'Aïd se déroule dans un gymnase communal, avec en prime un discours appuyé du maire devant des fillettes voilées de 7 ans.
Voilà le sens du mot collabo. Faire du zèle dans une situation déjà en place est difficile. Depuis des années, certains lanceurs d'alerte et universitaires, notamment dans les années 2010, ont dénoncé ces pratiques, mettant en lumière un tabou ignoré par une grande partie des Français, alors que notre espace médiatique faisait preuve d'une véritable cécité volontaire. Le phénomène n'est plus cantonné aux banlieues. Il gagne désormais des territoires autrefois épargnés, comme la Haute-Savoie ou le Grand Ouest, là où les mosquées poussent comme des champignons. À Annecy, déjà 4 mosquées. Le maire sortant écologiste en réclame une 5e. Ce n'est pas un débat, c'est une nécessité, dit-il. Notre enquête le prouve, ces maires viennent de tous les horizons politiques. PS, PC, LR, sans étiquette. Quand il s'agit de clientélisme, la gauche et la droite sont tout aussi touchés. Tous les maires ont été contactés, mais il faut le dire, la plupart sont restés silencieux. Leur présence dans les mosquées semble les embarrasser. Et les choses vont se bousculer en 2026, avec l'arrivée de la France insoumise, qui s'est longtemps tenue à l'écart de ces questions municipales et assume aujourd'hui sans complexe une stratégie communautariste. Grâce à cette analyse de données massive, nous avons fait émerger 30 noms, notre top 30 des maires pro-islam. Magazine en kiosque le 2 octobre. Précommandez-le dès maintenant sur www.frontieresmedia.fr.